Dans l'univers Disney, grandir ne signifie pas devenir plus fort, mais apprendre à comprendre le monde et les autres. La magie y sert surtout à transmettre, à expérimenter et à se tromper pour mieux avancer. La véritable grandeur née de la connaissance, de l'empathie et du chemin parcouru plutôt que du pouvoir ou du destin, ça s'est passé un 25 décembre 1963. Ça s'est passé en... Disney dans l'histoire. Nicolas Descamps, Corinne Yerno, sur DLRP. D'après la légende, l'Angleterre autrefois avait un si bon roi. Bonjour Corinne, et à cette date, Walt nous présente un jeune garçon sans importance apparente, pris sous l'aile d'un vieil excentrique. À travers des leçons inattendues, sa destinée sera bouleversée. Bonjour Nicolas, 25 décembre 1963, le public découvre le jeune Moustique, dont le destin sera dessiné par sa rencontre avec le célèbre Merlin l'Enchanteur. Et 1963, c'est une période charnière pour Disney. Tout à fait. Au début des années 60, les studios Disney ne sont plus ceux des grandes révolutions techniques des années 30-40. Blanche-Neige, Pinocchio, Fantasia, Bambi, Cendrillon, Peter Pan, La Belle au bois dormant ont déjà posé les fondations d'un empire culturel. Mais cette excellence a un prix, et Walt Disney le sait. Les films coûtent cher, prennent du temps, mobilisent des équipes entières pendant des années. Et puis Walt Disney, qui est un créatif, a déjà la tête ailleurs. Clairement, les projets fourmillent. La télévision prend une place énorme. Les films en prise de vue réelle se multiplient et surtout, il y a les parcs à thème. Disneyland a ouvert en 1955 et Walt pense déjà à la suite. Dans ce contexte, l'animation doit évoluer. Elle doit être plus souple, plus efficace, parfois plus modeste visuellement, sans perdre son âme. Et le projet qui arrive sur les écrans ce 25 décembre 1963 est emblématique de cette transition. Mais comment la comprendre justement, cette transition ? Eh bien, pour la comprendre, il faut remonter bien avant les années 60. Direction fin des années 30 en Angleterre. Un écrivain, Terence Hanbury White, publie un roman singulier, The Sword in the Stone. Il y raconte la jeunesse d'un futur roi, non pas à travers de grands exploits héroïques, mais par son apprentissage, ses erreurs et ses tâtonnements. Le livre est traversé de réflexions sur la transmission du savoir, sur la violence, sur la guerre. Au centre de l'histoire, Merlin y est un personnage étrange, vivant à rebours du temps, conscient des catastrophes à venir et qui tente, par l'éducation, de préparer un souverain meilleur que ceux qui l'ont précédé. Et cette histoire va donc intéresser Walt. Il s'y intéresse très tôt. Dès 1939, il en acquiert les droits, car il voit immédiatement un potentiel immense. Une légende connue de tous, mais abordée par un angle nouveau, intime et presque pédagogique. Les droits en 1939, et pourtant il faut attendre 1963 pour le voir sur les écrans. 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate. Les studios Disney sont réquisitionnés en partie pour l'effort de guerre, les projets s'accumulent, certains sont abandonnés, d'autres mis en pause. Et donc, pendant près de 20 ans, cette adaptation va rester dans les tiroirs. Mais fort heureusement pour nous, il va enfin ressortir. Walt tient à ce film. Il confie alors le scénario à Bill Pitt, l'un des piliers créatifs du studio. Pitt simplifie le roman, en extrait l'essence et transforme le récit en une succession d'épisodes initiatiques. C'est Wolfgang Reitermann, un vétéran de Disney, qui va le réaliser. Sous sa direction, le film adopte un style plus nerveux, plus direct. Les contraintes budgétaires amènent le studio aussi à utiliser la technique Xerox, qui donne ce trait un peu plus brut et qui apporte une énergie nouvelle. Les animateurs se concentrent davantage sur le mouvement, sur l'expression et surtout sur le comique de la situation. Et sur des personnages qui ne sont pas seulement charismatiques, mais porteurs d'une certaine vision de l'éducation. Exactement. Merlin, tel qu'on le découvre à l'écran, n'est pas un magicien classique qui lance des sorts impressionnants. C'est plutôt un pédagogue, conjuguant humour et imprévu. Sa magie sert à enseigner, mais pas à ensorceler. Et c'est cette approche qui donne au film sa structure très particulière. Oui, plutôt que de suivre une intrigue dramatique, on assiste à une série de leçons transformantes, devenant tour à tour poisson, écureuil, oiseau, pour enseigner les principes essentiels de la vie. On pourrait presque voir ces séquences comme des courts-métrages dans le long-métrage. Absolument. Bill Pitt avait devant lui un matériau très riche, très complexe. Il a dû simplifier, trier et réorganiser les idées pour que cela fonctionne en animation, d'où cette suite de moments d'inventivité et de poésie. Ce choix narratif se ressent aussi dans la manière dont Arthur est présenté. Oui, Arthur, surnommé Moustique dans la version française, n'est pas le héros flamboyant qu'on pourrait attendre d'une légende arthurienne. C'est un garçon ordinaire, maladroit, humble,
presque invisible. Et c'est précisément ce qui fait sa beauté. Il ne devient roi ni par la force ni par la ruse, mais par une accumulation d'expériences et de petites victoires intérieures. Et l'histoire n'est pas la seule à exprimer la transition que vivent les studios. En effet, la musique par exemple, confiée à George Bruns et aux frères Sherman, n'a pas la grandeur lyrique d'un Cendrillon. Elle accompagne plutôt l'action, souligne l'humour, rythme les transformations. Il y a une légèreté presque jazz, un côté complice avec le spectateur. Un film hors du commun donc, comment le public et la critique vont-ils l'accueillir à sa sortie? Certains critiques ont justement pointé du doigt une certaine absence de profondeur dramatique, ou encore le fait que l'histoire principale, en l'occurrence l'épée dans la pierre, soit presque reléguée au second plan au profit des leçons de Merlin. Mais le public, lui, a été plutôt favorable. Le film a bien marché au box-office, malgré une concurrence forte en cette période de fête. Et parmi les scènes les plus citées par les spectateurs et les critiques, il y a un duel mémorable. La fameuse confrontation entre Merlin et Madame Mime, une sorcière extravagante et anarchique. Très courte, cette séquence est pourtant l'une des plus remarquées du film. Elle a permis aux animateurs de s'affranchir de contraintes narratives et de créer une scène de combat magique, absurde et joyeusement inventive, qui reste un moment fort pour beaucoup de spectateurs, sans doute parce qu'elle tranche complètement avec le reste du film. C'est un moment où l'animation reprend ses droits et où le film se permet une liberté totale. Elle est pourtant également porteuse de sens, montrant que la victoire ne passe pas par la force, Merlin gagne par la connaissance. Et tout petit doucement, on s'approche ensuite de l'accomplissement du destin d'Arthur. Là encore, l'épisode de l'épée dans la pierre centrale dans la légende arthurienne n'est pas traité comme un climax héroïque traditionnel. Il arrive presque par accident. Arthur ne cherche pas à prouver quoi que ce soit. Il agit par simplicité. Et c'est précisément ce qui le rend digne de cette fonction. Comme si tout ce qu'il a appris auparavant l'avait préparé sans qu'il en ait conscience. Et dans cette partie-là, Merlin s'efface volontairement. Ce qui résonne particulièrement quand on sait que c'est le dernier long métrage d'animation sorti du vivant de Walt Disney. 3 ans plus tard, il disparaîtra, laissant derrière lui un studio qui devra apprendre à fonctionner sans sa présence constante. Après 1963, Disney va continuer à produire des films, mais dans une période d'incertitude. Le Livre de la Jungle, sorti en 1967, sera le premier long métrage d'animation entièrement achevé après la mort de Walt. Là encore, on retrouve cette idée de transmission, d'héritage, de continuité. Et vu sous cet angle, Merlin l'Enchanteur devient presque un film charnière. Il l'est. Il clôt une époque sans la célébrer. Il ouvre la suivante sans la définir complètement. Il se tient entre les deux, comme Arthur, entre l'enfance et l'âge adulte. Un film porteur d'une leçon encore pertinente aujourd'hui dans un monde où tout va vite, où la réussite est souvent associée à la performance immédiate. Merlin l'Enchanteur propose autre chose. Il valorise le temps, l'expérience, l'erreur comme chemin d'apprentissage de la vie. Merci Corinne de nous avoir emmenés à la redécouverte d'un film sans fracas à un moment où Disney regarde son passé, ajuste son présent et prépare son avenir. Je vous rappelle quant à vous que vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que tous les autres sur notre radio, sur dlrp.fr et en vous abonnant à notre podcast sur votre plateforme favorite. En tout cas, ça s'est passé un 25 décembre 1963. À bientôt Corinne. À bientôt Nicolas. Rendez-vous samedi prochain pour un nouvel épisode de Ça s'est passé en sur DLRP.